Bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Peut-être rappeler en introduction le cadre de ce rapport. C'est que la délégation, elle peut se saisir pour avis de tout ou partie d'un texte législatif dont les dispositions sont en lien avec les collectivités territoriales et que nous avons eu l'occasion d'en débattre au sein de cette délégation avec à la fois les mesures qui avaient été prises dans le cadre des mesures d'urgence du mois de juillet, compte tenu de l'inflation qui frappait notamment les collectivités territoriales. Nous avions décidé en bureau de créer un groupe de travail transpartisan pour suivre en fait les dispositifs qui avaient été votés, le suivi des mesures exceptionnelles et un peu élargi d'ailleurs dans le travail que nous menons conjointement avec Christine Pires-Beaune à la situation financière des collectivités et puis finalement les points les plus saillants des projets de textes financiers. Donc nous avons constitué ce groupe de travail et nous avons décidé de regarder plus spécifiquement trois sujets. D'abord la suppression de la CVAE, annoncée par le président de la République, puis mis en œuvre dans les textes financiers dont nous avons eu à débattre et qui visait notamment à traduire l'engagement du président en faveur de la baisse des impôts de production. D'autre part, suite à l'inflation qui prévalait à l'été 2022, qui avait justifié l'institution d'un filet de sécurité, nous avons choisi de nous focaliser sur ce sujet-là et plus largement d'examiner les conditions de la poursuite de ce filet de sécurité pour l'année 2023. Et enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 qui comportait, le temps est important dans mes propos, un mécanisme contractuel de suivi individuel de la dépense locale qui était connu sous le nom de contrat de Cahors et qui retrouvait une nouvelle forme, et on en débattra, sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Le groupe de travail a procédé à 8 auditions, associations d'élus locaux, administrations et experts, afin d'alimenter sa réflexion. Et comme co-rapporteur du groupe de travail, je vous propose de tracer avec Christine Pires-Beaune une conclusion d'ensemble de nos travaux sur ces trois sujets impactants pour les finances des collectivités locales, sans rentrer dans le détail des dispositifs, parce que d'abord ils sont bien connus de la plupart d'entre vous, que nous vous avons adressé hier, sous le contrôle d'Olivier Perraudot, la version provisoire du rapport, et je vous propose qu'avec Christine, on se concentre sur les points les plus saillants du rapport, si cela vous convient, et puis naturellement répondre à toutes vos questions. Donc nous allons faire cette restitution à deux voix, en commençant par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, où nous sommes attachés à comparer les dispositions intéressant les collectivités locales de la précédente loi de programmation avec celle proposée par le projet proposé pour les années 2023-2027, en mettant en évidence à la fois la logique différente, parce qu'on en a beaucoup débattu dans le cadre du groupe de travail, ce n'était pas les contrats de Cahors qui étaient proposés, mais un autre dispositif, insistant donc sur les différences, mais aussi les éléments de convergence, de ressemblance. Voilà. Alors, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, c'est bien de le rappeler, avait prévu une stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités et la suppression de la contribution au redressement des finances publiques, ce qui marquait une rupture avec le quinquennat précédent, au cours duquel les concours financiers avaient diminué de 19%. Du côté de l'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement, il était prévu une hausse de 1,2% en valeur par an. Cet objectif avait été fixé en tenant compte de l'évolution moyenne des dépenses et celle de l'inflation les 3 années précédentes, 2014, 2015, 2016. Les dépenses avaient baissé ces années-là à cause de la diminution des concours financiers de l'État dont je viens de parler. Et donc j'en viens au fameux contrat de Cahors. La loi de programmation 2018-2022 avait donc introduit, vous le savez, un mécanisme de contractualisation sur 3 ans, couvrant les années 2018 à 2020, avec 321 plus grandes collectivités territoriales, avec un dispositif qui fonctionnait autour, en gros, de 3 critères, pour ne pas rentrer trop dans le détail: l'évolution de la population, le revenu moyen par habitant et la part de la population en QPV,
et l'évolution des dépenses de fonctionnement des 3 années précédentes. Et en cas de non-respect de l'objectif des dépenses de fonctionnement, il était prévu une reprise financière égale à 75% du dépassement. Outre l'objectif des dépenses de fonctionnement, à noter que les contrats comportaient 2 objectifs complémentaires, mais qui n'étaient pas contraignants, un objectif d'amélioration du besoin de financement, et pour les collectivités qui dépassaient un seuil de capacité de désendettement, un objectif d'amélioration de leur situation financière. Alors, il est un peu difficile de dresser en quelques chiffres le bilan complet et sans appel des contrats de Cahors, qui ont été par ailleurs suspendus en 2020 pour cause de crise sanitaire et n'ont donc été actifs que sur 2018 et 2019. Néanmoins, on peut noter un certain nombre d'éléments sur l'effectivité des contrats de Cahors. D'abord, les dépenses réelles de fonctionnement de l'ensemble des collectivités ont augmenté sur cette période de 1,6%, en dessous de l'objectif qui avait été fixé de 2,4%. 96,7% des collectivités ont respecté leur objectif de dépenses de fonctionnement en 2018 et 94% en 2019. Et si on élargit, malgré l'interruption des contrats de Cahors à la période 2020-2021, on constate que les collectivités sous contrat, si je puis dire, ont globalement respecté l'objectif de dépenses, plus 3,3%, alors que l'objectif était de 4,8%. En revanche, les 2 objectifs complémentaires non obligatoires que je viens de citer, notamment sur le besoin de financement et la capacité de désendettement, n'ont pas été respectés. Néanmoins, j'insiste peut-être sur ces deux derniers critères. Nous estimons que ces 2 derniers objectifs méritent d'être repensés globalement, parce que faire de la réduction du besoin de financement un objectif peut constituer un signal négatif pour l'investissement public local, alors que celui-ci est décisif dans la période pour réaliser nos objectifs en matière de transition énergétique. Et je ferai la même remarque sur la règle prudentielle en matière de désendettement établie par catégorie de collectivités territoriales qui nous paraît trop rigide, ne pas tenir compte des spécificités locales, mais surtout de la nature des équipements financés. Et je crois qu'il faudra peut-être qu'un jour, on change de regard sur la question de l'endettement des collectivités, qu'on apprécie plutôt la soutenabilité de leur endettement, plutôt que des critères parfois rigides qui renvoient à des logiques très court terme, là où on doit encourager les collectivités à investir sur le long terme. Et j'espère qu'on pourra en débattre dans le cadre du colloque que nous allons organiser, que nous avons décidé en bureau fin du mois de janvier, début du mois de février, parce que je pense que c'est un débat très important à avoir. J'en viens maintenant donc au projet de loi de programmation 2023-2027, avec 2 trajectoires indicatives et une contraignante. Tout d'abord, sur la trajectoire indicative, la trajectoire des concours financiers de l'État, ceux-ci augmenteraient de 3,5% sur 5 ans. C'est mieux que la prévision de 0,8% pour la période 2018-2022. Étant observé qu'en exécution, les concours financiers de l'État ont augmenté, et cela mérite amplement d'être souligné, de 9,2% sur cette période, grâce aux mesures de soutien de l'État en 2020 et 2021. La trajectoire des dépenses des administrations publiques locales, la prévision fait état d'une augmentation de 10,5% de la dépense locale sur 5 ans et une diminution d'1 point de la part de celle-ci dans le PIB à horizon 2027. La trajectoire contraignante, ou qui était contraignante, est celle définie par l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales qui vise à les associer à l'effort de maîtrise des dépenses publiques. L'article 23 du projet de loi prévoit un nouveau mécanisme, le pacte de confiance. Alors, peut-être revenir en quelques mots sur les différences par rapport au contrat de Cahors, parce que ça a été souvent l'objet de discussions. D'abord, beaucoup plus de collectivités concernées, 500 collectivités contre 321 pour les contrats de Cahors. Un objectif de dépenses de fonctionnement qui n'est pas fixe, mais évolutif en fonction de l'inflation. C'est l'évolution des prix moins 0,5. Et puis, la contractualisation n'a lieu qu'en cas de dépassement individuel de l'objectif et si la catégorie dans son ensemble, elle-même, n'atteint pas ses objectifs. Donc une logique très différente des contrats de Cahors qui étaient proposés, et les collectivités à l'origine du dépassement de la catégorie sont privées d'accès à certaines subventions d'investissement de l'État. Et là-dessus, avec la co-rapporteure, nous interrogeons sur l'opportunité d'un tel mécanisme. L'augmentation des AIS, dépenses de guichet, elle n'est pas plafonnée dans les dépenses prises en compte pour les départements. Alors du côté des ressemblances, l'accord de retour à la trajectoire porte sur les mêmes objectifs, l'évolution des dépenses de fonctionnement, notamment.
L'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement peut être modulé, comme pour les contrats de Cahors. Et enfin, en cas de non-respect, une reprise financière est appliquée dans des conditions identiques à celles des contrats de Cahors. Les dispositions du projet de loi de programmation qui concernent les collectivités territoriales ont été rejetées ou supprimées par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc j'en viens à ma position, avant que Christine Pires-Beaune exprime sa position sur cette partie-là du rapport. De mon côté, moi, il me paraît important d'avoir une programmation pluriannuelle de nos finances publiques. On en a longuement débattu. Non seulement elle conditionne notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens, ce qui est important, mais elle pose également le cadre de stabilité financière. Et j'ai souvent entendu lors des auditions, comme vous, des associations d'élus demandant un cadre pluriannuel pour se projeter. Et finalement, une loi de programmation permet aussi aux collectivités locales d'y voir clair et de se donner de la visibilité sur leurs ressources pour investir, pour fonctionner. Et par ailleurs, il me semble, pour ma part, logique et acceptable que les administrations publiques locales puissent être elles aussi associées à l'effort de redressement, de maîtrise, de redressement des finances publiques. Néanmoins, je mettrai deux conditions à ce partage de l'effort. Ne pas générer des contraintes directes ou indirectes sur l'investissement public local, d'une part, et inciter les collectivités à distinguer au sein de leurs dépenses celles qui contribuent à préparer l'avenir, notamment l'investissement dans la transition écologique et énergétique, et celles qui sont moins efficientes, moins utiles. Alors, il n'existe probablement pas de dispositif de suivi idéal des dépenses locales, mais ce suivi organisé à travers les pactes de confiance relève d'une philosophie très différente de celle des contrats de Cahors, avec notamment une contractualisation qui n'intervient qu'à posteriori. Enfin, je me félicite que le gouvernement a fait un pas dans le sens de la mise en œuvre d'un mécanisme moins automatique sur l'accès des collectivités aux dotations de l'État, puisque dans la version intégrée au PLF, l'exclusion d'accès aux dotations d'investissement de l'État a été supprimée dans la version du gouvernement, ce qui correspond à la position exprimée tout à l'heure par les deux co-rapporteurs. Enfin, je veux souligner quand même un point que nous aurons l'occasion de débattre, c'est que l'investissement public local, 70% de l'investissement, doit être notre priorité et que paradoxalement, les collectivités locales ont vu leur situation de trésorerie s'améliorer d'année après année ces 15 dernières années, ce qui doit nous interroger sur comment est-ce qu'on encourage les collectivités qui ont finalement progressivement thésaurisé, mis de côté de l'argent, à utiliser cet argent au service des grands investissements qui sont devant nous, de la décarbonation des mobilités à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Je laisse la parole à Christine. Merci Thomas. Chers collègues, peut-être avant de vous donner ma position sur cette première partie, loi de programmation, remercier Thomas pour le déroulé de nos travaux qui s'est fait de manière très respectueuse des positions des uns et des autres, et remercier moi aussi notre administrateur qui nous a accompagnés. Je commencerai par vous rappeler que les deux chambres du Parlement ont rejeté sans équivoque le dispositif proposé par le gouvernement, qui était notamment contenu dans l'article 23 de la loi de programmation. Et la méthode, et c'est bien la méthode que je dénonce et pas le fond, parce que je considère moi aussi qu'on a besoin d'une loi de programmation et que celle-ci est attendue par les collectivités, mais la méthode qui a consisté sans information préalable et alors qu'elle n'y avait jamais figuré à réintégrer ces dispositions qui étaient dans la loi de programmation dans le PLF pour 2023 constitue une mauvaise manière sans précédent, un mépris aussi de la volonté majoritaire du Parlement dans sa diversité, et que vouloir construire la confiance sur cette base de défiance peut paraître effectivement paradoxal. Quant à la trajectoire qui a été retenue par le projet de loi de programmation, inférieure à l'inflation prévisionnelle, impose de fait aux collectivités de réaliser des économies, alors même que je considère que le besoin de services publics n'a jamais été aussi fort, notamment pour préparer l'adaptation au changement climatique et à la transition énergétique, mais aussi pour accompagner les évolutions démographiques de notre pays et compenser évidemment certaines évolutions de charges dont on sera amené à reparler. Les mérites relatifs de ces dépenses ne sont pas évalués, induisant une approche purement comptable qui me rappelle quand même la RGPP de 2007, dont les effets ont été dévastateurs sur l'organisation et la cohérence entre missions et les moyens de certaines administrations. Et je citerai par exemple
la police nationale, mais aussi l'éducation nationale, pour ne citer que ces 2 exemples-là. S'agissant des contrats de Cahors, aucune plus-value évidente me paraît devoir être retirée d'un tel dispositif quant à la maîtrise des dépenses publiques locales, et ce d'autant plus que le solde des collectivités locales, je dis bien hors organismes divers d'administration locale, était excédentaire en 2021. À cet égard, ce dispositif, comme celui proposé aujourd'hui par le gouvernement, semble vouloir s'attaquer à un problème qui n'existe pas, c'est-à-dire des collectivités dont les dépenses excessives généreraient des déficits insoutenables, tout simplement parce qu'elles sont soumises, elles, contrairement à l'État, à la règle de l'équilibre. À l'inverse, le gouvernement, malgré le niveau du déficit public national et la crise énergétique, semble vouloir réduire toujours plus les recettes de l'État, ce qui, à mes yeux, constitue la faute majeure de ce quinquennat, mais aussi du précédent, compte tenu notamment des investissements, et je le redis, indispensables, dont certains ne peuvent être retardés si nous voulons, encore une fois, relever les enjeux climatiques et énergétiques. Je pense bien sûr à la production d'énergie décarbonée, au développement des transports du quotidien, à la rénovation thermique des bâtiments publics, à la protection des zones naturelles et de la ressource en eau, etc. La liste pourrait être longue. Pour conclure, je considère que la trajectoire d'évolution des finances locales définie par le projet de programmation est inadaptée à la réalité budgétaire des collectivités, aux besoins de financement des services publics locaux et aux enjeux induits par la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique qu'il nous faut faire. D'autant plus que le dispositif de suivi des dépenses proposé ne distingue pas les dépenses en fonction de leur mérite relatif, ce qui n'est pas d'ailleurs incohérent dès lors que l'autonomie des collectivités est respectée. Mais puisque le dispositif repose sur un principe inverse, il faut définir ce qui est ou n'est pas de la bonne dépense. À défaut, il s'agirait simplement d'une simple mesure de plafonnement comptable. Je m'associe aux propos du co-rapporteur concernant l'opportunité d'étudier les freins à l'investissement en 2023 en raison du contexte inflationniste qui pourrait conduire certains élus à une prudence excessive. Et je veux l'illustrer par une réunion que j'ai eue pas plus tard que samedi matin avec 18 maires de la circonscription. Et quand je leur ai demandé quels étaient ceux parce qu'il y avait des hommes, je suis désolée, c'est comme ça, et qui envisageaient de réduire leur PPI, leur plan pluriannuel d'investissement, une grande majorité a levé la main, ce qui effectivement est inquiétant. On fait des questions sur cette partie ou on enchaîne ? Je ne sais pas, on peut s'arrêter là un instant, si ouais. vous avez à moins qu'il y ait des prises de parole plus globales. On va peut-être continuer dans ces cas-là. D'accord. Alors, la deuxième partie donc, de notre rapport concerne l'article 5, la suppression de la CVAE. Article 5 donc, que nous n'avons pas pu examiner en séance. Donc, la CVAE s'inscrit dans l'ensemble, la suppression de la CVAE s'inscrit dans l'ensemble des réformes initiées depuis 2017 pour diminuer l'imposition des entreprises, diminution de l'impôt de l'IS, division par 2 de la CVAE en 2021 avec la suppression de la part qui revenait aux régions, ce qui a entraîné une perte de recettes de 7,5 milliards d'euros pour l'État puisque ça a été compensé aux régions. À cela s'ajoute le fait que l'État prenait déjà à sa charge 4 milliards d'euros de CVAE au titre, on l'oublie souvent, du dégrèvement barémique et qu'il a continué à prendre à sa charge 2,2 milliards après la réforme de 2021. En compensation de la suppression de la part régionale de CVAE, les régions ont reçu, comme vous le savez, une part de TVA égale à 9,8 milliards d'euros. Le bloc communal et les départements se partagent depuis 2021 le produit de la CVAE restante, 9,6 milliards en 2021, 9,3 en 2022. Donc une baisse en 2022 qui s'explique par le mécanisme de recouvrement qui est un peu particulier, qui est très détaillé dans le rapport que vous avez reçu, puisque l'État reverse en 2022 les cotisations perçues en 2021, c'est-à-dire les deux acomptes de 2021 calculés en fait sur la valeur ajoutée de 2020, le solde de 2020 et le dégrèvement barémique de 2020. Pour le dire autrement, le millésime 2022 correspond en fait à la valeur ajoutée de 2020.
Ceci posé, j'en viens donc à la suppression, à ce fameux article 5, qui se fera finalement en 2 temps. En 2023, les entreprises bénéficieront donc d'une nouvelle division par 2 de la CVAE. Les cotisations correspondantes seront perçues au profit du budget général de l'État et en 2024, la CVAE sera totalement supprimée. Nous avons donc auditionné les associations du bloc communal et l'ADF sur la suppression de la CVAE, puisque ce sont elles qui perçoivent cette recette. Nos interlocuteurs ont tous été très clairs sur l'inopportunité d'une telle réforme et j'aurai l'occasion de revenir sur les arguments avancés que, à titre personnel, je partage. Une fois la réforme posée sur la table, ils ont considéré que le principe d'une compensation de la CVAE par la TVA était acceptable dans la mesure où il était également prévu que la dynamique de la TVA serait territorialisée. Conserver une recette territorialisée est nécessaire pour inciter, en tout cas, les collectivités à attirer de nouvelles activités économiques dans les territoires. Nos échanges ont fait ressortir 3 points de préoccupation. D'abord, la fraction de TVA serait calculée sur la moyenne de 3 années, 2020, 2021, 2022. Or, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la TVA, le produit perçu par les collectivités en 2022, correspond à la valeur ajoutée de 2020, qui a baissé évidemment en raison de la crise sanitaire. A contrario, la valeur ajoutée de 2020 a rebondi. C'est elle qui est d'ores et déjà pratiquement perçue par l'État et qui aurait dû être versée en totalité aux collectivités l'année prochaine. Ce bon millésime 2023 ne se retrouverait donc pas dans la compensation. Les associations ont demandé l'intégration de l'année 2023 dans le calcul et nous avons été nombreux sur tous les bancs à porter cette même proposition. En revanche, les départements, eux, nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables à la territorialisation de la dynamique de TVA. Le gouvernement a indiqué à l'ADF qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Troisième point, il est apparu qu'en raison du rebond économique de 2021, le montant total de la CVAE perçue par l'État donc serait supérieur à la fraction de TVA. Il en résulterait un gain au détriment des collectivités pour l'État, et c'est ce gain qui viendrait abonder le fonds vert, puisqu'il est passé de 1,5 milliard à 2 milliards. Donc le 49.3 est intervenu avant que l'article 5 ne soit examiné. Évidemment, je le regrette comme beaucoup d'entre vous. Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le gouvernement a retenu les principales demandes du bloc communal et des départements. Et c'est cet article 5, d'ailleurs, entre autres choses, qui est à l'origine de l'échec de la commission mixte paritaire qui est intervenue hier soir. Le dispositif de compensation nous paraît équitable. En incluant l'année 2023 dans la compensation, le bloc communal, les départements bénéficieraient bien l'année prochaine d'une hausse de ressources au titre de la fraction de TVA supérieure de 8% au produit de CVAE 2022. La TVA étant attendue en hausse de 5,1% en 2023. Les modalités de cette territorialisation du produit de TVA seront fixées à l'issue d'un dialogue avec les associations d'élus du bloc communal et devront faire, je pense, l'objet d'une attention particulière de notre part, puisque, en fait, ce qui va compter, c'est les critères qui seront retenus. Alors, ce qui m'amène à vous donner ma position personnelle sur l'article 5. Je relève que depuis 10 ans, les communes connaissent un rétrécissement progressif de leur autonomie fiscale, mais je le rappelle, c'est un principe non constitutionnalisé. La suppression de la taxe professionnelle en 2010, qui a été remplacée par les 2 composantes qui forment la CET, CVAE, CFE, qui ont transféré donc la dernière part de fiscalité professionnelle des communes vers leur EPCI. La suppression de cette CVAE fait peser, je le dis, un risque sur l'acceptabilité de l'implantation de certaines entreprises sur nos territoires. Et je pense notamment à des entreprises industrielles qui pourraient générer des nuisances, par exemple, environnementales. Cette suppression rompt définitivement le lien entre l'économie et le territoire. Il n'y aura plus de retour sur l'investissement de l'action économique des EPCI sous forme de fiscalité. Par ailleurs, la fiscalité des entreprises a connu des baisses importantes ces dernières années. Je l'ai dit tout à l'heure, la baisse de l'IS, l'instauration du CICE qui s'est transformée en baisse de cotisation patronale, la diminution de la CVAE et de la CFE.
qui effectivement a modifié l'équilibre entre contribution d'un côté des ménages, contribution de l'autre côté des entreprises, et cet équilibre a été modifié au détriment évidemment des ménages. La décision du gouvernement de diminuer encore les impôts des entreprises avec cette disparition de la CVAE va accentuer, selon moi, ce déséquilibre. Enfin, je remarque juste que la suppression de la CVAE ne va pas profiter ou très peu aux artisans, aux commerçants qui très majoritairement sont d'abord imposés sur le revenu et non à l'IS, et qui de plus s'acquittent d'une CFE forfaitaire non impactée par les mesures fiscales de réduction des bases de CFE. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, j'avais déposé avec mon groupe un amendement de suppression de l'article 5. Et je repasse la parole à M. Cazenave. Merci. Je ne sais pas si c'est ma dernière chance pour essayer de vous convaincre, cher co-rapporteur. C'est bien fait de la suppression de la CVAE. Néanmoins, je vais m'y employer quand même et rappeler un certain nombre de choses. En rebondissant d'abord sur peut-être la première remarque sur laquelle vous insistiez, chère Christine, sur la suppression de la CVAE. En fait, ça ne réduit pas l'autonomie fiscale des collectivités territoriales qui n'ont, comme vous le savez, sur la CVAE, ni pouvoir de taux, ni pouvoir d'assiette. Donc c'est quand même, on est assez loin de l'idée que l'on peut se faire de l'autonomie fiscale. Sa suppression, il faut le rappeler, profitera à toutes les entreprises assujetties, 530 000 entreprises, dont 90% sont des PME et des ETI. Et un quart à peu près opère dans le secteur industriel. Mais surtout, la CVAE sera remplacée par une recette, et je crois que c'est une attente forte des collectivités territoriales, moins volatile et plus dynamique. J'ai encore ici le souvenir de toutes les auditions que nous avons faites avec les associations d'élus. Elles attendent de la visibilité, de la stabilité dans leurs recettes, et au fond, remplacer la CVAE par une part de TVA et répondre à une partie de leurs préoccupations. La TVA est attendue cette année en hausse de 5%, alors et 9,6% l'année précédente. Nous avons là une recette très dynamique. Si l'on considère le cas des régions, pour lesquelles la suppression de la CVAE a déjà eu lieu dans le passé, le remplacement de la part régionale de la CVAE par de la TVA leur a permis de ne pas subir la baisse conjoncturelle de la CVAE en 2022 et d'améliorer structurellement la prévisibilité de leurs recettes, et notamment pour les régions dont la croissance économique est inférieure à la moyenne nationale. Donc, d'une manière générale, au-delà de la prévisibilité et de la stabilité, cela a permis d'atténuer les disparités de recettes régionales. Et rappelons-nous notamment les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur le tome 2, qui sont venus expliquer leurs conclusions devant la Commission des finances et de la délégation, en disant on doit encore renforcer la péréquation entre collectivités territoriales, et cette recette, finalement, elle y participe. Depuis 2021, les recettes des régions ont augmenté plus vite, 5,4%, qu'au cours des 5 années précédentes lorsqu'elles percevaient la CVAE, 3,3%. Après le remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA en 2017, le remplacement de la part régionale de la CVAE n'est plus un sujet en soi pour les régions. Et nous avons d'ailleurs auditionné l'ARF, et quand on leur a posé la question « Est-ce que le remplacement de la CVAE par notamment une part de la TVA, vous aurait-il empêché de mieux territorialiser vos politiques publiques ?» La réponse est non, de manière très claire. Et ça, je crois, ça doit aussi nourrir notre réflexion. Enfin, le choix d'une compensation de la CVAE par de la TVA pour les autres collectivités permettra à celles-ci de bénéficier des mêmes avantages en termes de visibilité, de pérennité, de dynamique des recettes. Et en prenant en compte l'année 2023, en territorialisant la partie dynamique du produit de la TVA afin, et vous le rappeliez, chère Christine, de conserver un lien incitatif indispensable entre les recettes et le développement de l'activité locale, et nous sommes d'accord sur ce point, et en majorant significativement le fonds vert, la réforme me paraît favorable aux collectivités territoriales. Je vous repasse la main pour la troisième partie. Merci Thomas. Donc la dernière partie, c'est en fait l'accompagnement financier qui figure donc dans le PLF. Et on revient bien sûr sur le filet de sécurité qui a été créé par la loi de finances rectificative de juillet 2022, qui visait donc à aider les collectivités les plus en difficulté pour faire face à cette inflation. Sans revenir sur le contexte de cet été, au moment où nous avons adopté ce dispositif, je rappellerai juste que l'inflation, elle pèse de manière différenciée selon les catégories, évidemment, de collectivités.
Les dépenses d'énergie et les dépenses alimentaires sont celles qui ont le plus augmenté, qui ont le plus impacté le budget des collectivités. 18,5 pour l'énergie sur un an, 12,2 sur les produits alimentaires. L'énergie représente 4% des dépenses de fonctionnement des communes, mais seulement 0,5 de celles des départements et des régions. La revalorisation du point d'indice, là aussi, elle pèse plus fortement sur le bloc communal et notamment sur les communes, puisque la masse salariale est plus importante en pourcentage dans les communes. L'inflation a aussi un effet négatif sur le niveau en volume des concours financiers, notamment de la DGF versée par l'État à dotation constante. Autrement dit, les dotations baissent lorsqu'elles ne sont pas réévaluées comme l'inflation, et on y reviendra tout à l'heure. Sur le filet de sécurité pour 2022 qu'on a adopté donc au PLFR, c'est l'exemple, je le dis, d'une concertation fructueuse entre le Parlement, les associations d'élus et le gouvernement. J'avais déposé un amendement avec mon groupe qui posait l'architecture générale du filet de sécurité, tout en proposant que les modalités précises, les seuils d'éligibilité, les taux de compensation soient ajustés dans la navette et en lien avec les associations d'élus. Cette démarche avait été entendue, ce qui avait permis d'ailleurs l'adoption en seconde délibération d'un dispositif plus complet, recentré sur les communes et leurs groupements, puisque, souvenez-vous, les départements, eux, avaient bénéficié du vote d'un autre amendement pour compenser la revalorisation du RSA. J'attire toutefois votre attention sur le fait que les critères et les seuils ont évolué plusieurs fois au cours de la navette. Alors certes, la navette a permis d'enrichir le filet de sécurité en élargissant son assiette aux produits alimentaires notamment, ce qui est une bonne chose, en majorant le taux de compensation de 50 à 70% de la hausse des dépenses d'énergie et de produits alimentaires. Mais les seuils finalement qui ont été retenus par la commission mixte paritaire interrogent. Pris individuellement, les critères d'éligibilité paraissent beaucoup trop restrictifs pour certains et peu opérants pour d'autres, crainte qui a été d'ailleurs partagée par les associations d'élus qu'on a auditionnées. Je veux remercier le président de la délégation d'avoir initié une réunion du groupe de travail avec les services de Bercy et de la DGCL, certains y étaient, avant la parution du décret d'application, ce qui nous a permis notamment d'enrichir le décret en prenant en compte dans la compensation les surcoûts liés aux délégations de services publics, aux syndicats et au budget annexe. Nous avons malheureusement, je le dis, omis certaines situations qui sont en train de remonter. Je citerai par exemple celle des cantines scolaires quand vous avez des coopérations entre communes, quand vous avez des mutualisations de cuisine centrale par exemple. Mais j'ai aussi cette semaine été alertée par exemple une commune qui aurait passé des semi-provisions budgétaires qui viennent donc contrarier en quelque sorte l'éligibilité, alors que objectivement cette opération-là devrait être retraitée. Ce qui semble d'ailleurs difficile à faire puisque ça demanderait une modification du décret, d'après ce qui m'a été dit. La date butoir pour demander un acompte a été fixée au 15 novembre et à cette date, nous avions 2123 demandes d'acompte validées par Bercy, ce qui est un chiffre assez faible finalement. Si vous le comparez au nombre de communes et de groupements qui avaient été identifiés par la DGFiP comme remplissant les critères d'éligibilité, 11 000, et encore plus faible si on le rapporte au nombre total de communes et de groupements et de syndicats qui est de 45 000. Le montant moyen de l'acompte à date s'élève à 20 000 euros, mais le montant médian, lui, est beaucoup plus faible puisqu'il n'excède pas 3 650 euros. Seuls 72 acomptes, c'est-à-dire 3,3%, dépassent 100 000 euros. Les deux acomptes les plus élevés seront versés à la métropole de Nice, Côte d'Azur, et à la commune de Nice, ce qui nous interroge quand même. Pourquoi la hausse des dépenses d'énergie peserait plus lourd à Nice qu'à Strasbourg ou à Lille, où le climat est pourtant plus froid? Nous attendons donc des explications de Bercy. Les dernières informations que nous a communiquées la DGCL font état de 4 000 demandes d'acompte au 1er décembre, pour un montant d'environ 100 millions d'euros, et un décompte définitif nous sera fait après le 15 décembre. Après cette présentation du filet de sécurité 2022, j'en viens au filet de sécurité 2023. Il se justifie évidemment puisque l'inflation malheureusement reste très élevée et que rien n'était prévu à ce sujet dans le PLF 2023.
On a été nombreux autour de cette table à déposer des amendements. J'en avais déposé un avec les membres du groupe socialiste qui étendait la compensation au département et qui portait sur la fraction des dépenses d'énergie correspondant à une hausse des prix supérieure à 15%. Pourquoi ? Pour faire le parallèle finalement avec le bouclier tarifaire. Le président Cazeneuve et plusieurs collègues de la délégation avaient repris dans un souci de simplification l'architecture du dispositif de filet de sécurité 2022 en abaissant le taux d'épargne brute nécessaire pour être éligible et pour répondre aux remarques que j'ai faites tout à l'heure. Mais là encore, malheureusement, nous n'avons pu en débattre puisque le gouvernement a engagé sa responsabilité sur un texte qui comprend un dispositif, un filet de sécurité 2023, mais qui, à notre avis, en conserve les défauts et le complexifie. Il élargit toutefois la compensation aux départements et aux régions, et c'est une bonne chose, mais il maintient le critère de baisse de 25% du taux d'épargne, qui est très restrictif. La compensation ne porte que sur les dépenses d'énergie. Les dépenses d'achat alimentaire et celles liées à la revalorisation du point de la fonction publique ne sont plus dans l'assiette. Et la compensation fait intervenir, c'est la complexification en fait, la compensation fait intervenir l'effet ciseau entre l'augmentation des dépenses d'énergie et 60% de l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité concernée. Je vais préciser maintenant ma position de rapporteur. Sur le filet de sécurité de 2022, je précise que si les critères cumulatifs retenus sont bien ceux issus de l'amendement que j'avais porté et qui avait été adopté en séance, les paramètres retenus de la CMP me semblent bien inadaptés, ce que j'ai signalé à Bercy à plusieurs reprises. Le critère d'éligibilité de 22% est à mon sens beaucoup trop large, alors que le taux moyen d'épargne brute est de 15%, ce qui laisse à penser finalement à quasi toutes les collectivités qu'elles vont pouvoir bénéficier de ce filet de sécurité. Et à l'inverse, le second critère d'éligibilité nous semble beaucoup trop restrictif puisqu'il faut avoir une baisse de l'épargne brute de 25%, ce qui au final nous laisse craindre, mais on le verra très vite en début d'année, un faible nombre de collectivités éligibles. Concernant le filet de sécurité de 2023, je viens d'en parler, je vous ai fait part du troisième critère d'éligibilité. Et la nature de ces critères cumulatifs génère un entonnoir qui me semble beaucoup trop dur. La comparaison entre l'évolution des dépenses énergétiques et la progression des recettes fiscales ne me semble pas pertinente, considérant les autres charges auxquelles les collectivités vont devoir faire face en 2023, c'est-à-dire la valeur du point, l'augmentation de la valeur du point en année pleine, par exemple, mais aussi la hausse des denrées alimentaires qui non seulement continue, mais s'accroît encore. Par ailleurs, la comparaison de 2023 par rapport à 2022, c'est important, à mon sens, crée une inégalité entre les collectivités selon la nature de leur contrat de fourniture énergétique et la date de révision. Et je suggérais donc de réaliser une comparaison de 2023 par rapport à 2021. En conclusion, il me semble plus que jamais souhaitable d'évaluer au plus tôt et sur la base des comptes de gestion qui seront à notre disposition beaucoup plus rapidement que les comptes administratifs, le filet de sécurité 2022 pour éventuellement en tirer les corrections nécessaires. Je vous remercie et je repasse la parole à Thomas. Merci. S'agissant de ma position, moi je partage les appréciations de Christine Pires-Beaune sur les paramètres retenus pour les critères d'éligibilité au filet de sécurité de 2022. Les premières demandes d'acompte ne permettent pas encore de mesurer la qualité du ciblage, mais la grande hétérogénéité des montants octroyés à des communes et les groupements de taille et de budget pourtant comparables interrogent. Il me paraît important donc de réaliser une évaluation sur la base des comptes de gestion 2022 lorsqu'ils seront disponibles. Et j'insiste également sur l'importance de mettre en place à destination des collectivités des dispositifs simples, compréhensibles par les élus locaux et stables dans le temps, quitte à ajuster les paramètres pour en corriger les défauts et les adapter aux besoins conjoncturels. Encore un peu de patience, mes chers collègues, nous attaquons la dernière partie sur l'augmentation de la DGF et la revalorisation des bases locatives, et nous en aurons terminé. Donc le groupe de travail a été amené lors de ces auditions à échanger sur deux autres dispositifs du PLF, pour être tout à fait complet, concernant les finances locales et qui ont fait débat. L'augmentation de la DGF d'une part, vous savez que le PLF 2023 prévoit une augmentation de 320 millions d'euros
La première depuis 13 ans pour financer la péréquation verticale du bloc communal. Et puis également la question du plafonnement ou pas de l'augmentation des valeurs locatives en fonction de l'inflation qui ont fait l'objet de débats. Ces valeurs locatives devraient progresser de 7% en 2023 après 3,4% cette année, ce qui correspond à plus de 2,8 milliards d'euros de ressources supplémentaires. Donc je laisse Christine Pires-Beaune le soin d'exprimer son point de vue avant d'exprimer le mien sur cette partie-là. Alors, sur la DGF, je salue évidemment l'effort qui a été fait d'abonder la DGF, l'enveloppe DGF de 320 millions d'euros, même si cet effort rapporté à l'inflation, qui est très élevé en 2022, risque malheureusement de ne pas compenser et de ne pas aider l'ensemble des collectivités en difficulté, notamment certaines collectivités, certaines petites communes que j'ai vues dans la réunion de samedi, où effectivement ça sera clairement insuffisant. Mais j'insiste là-dessus, et on n'en a pas parlé encore, mais le rapport de la Cour des comptes nous l'a dit, il y a une telle hétérogénéité dans les collectivités, entre les collectivités, y compris au sein du bloc communal, que des mesures générales sont à déconseiller et qu'il faut qu'on puisse faire un bon ciblage. Je rappellerai juste que cet abondement de la DGF, au-delà même de l'inflation, en dehors de tout contexte inflationniste, se justifiait dès cette année, et ce pour une bonne raison, c'est que jusqu'ici, la ville de Paris participait à l'écrêtement et finançait la hausse de la péréquation DSU, DSR, DNP, et que dorénavant, à partir de 2023, la ville de Paris, n'ayant quasiment plus de DGF, ne pourra pas participer à cette hausse de péréquation. Si je dis ça, c'est simplement pour mettre en exergue que la DGF est vraiment un système à bout de souffle et qu'il conviendrait effectivement de la rénover dans son ensemble. Merci. Bien, de mon côté, moi je salue l'augmentation significative de la DGF pour 2023, puis une période de baisse entre 2014 et 2017 et une stabilité depuis 2017. Et je reprendrai vos mots, Christine Pires-Beaune. Les mesures générales sont à déconseiller. Oui, elles sont à déconseiller. La Cour des comptes l'a bien rappelé et a montré à quel point les collectivités, y compris au sein d'une même strate, étaient maintenant dans des situations très hétérogènes. Et je crois que ça doit toujours nous encourager à porter des traitements différenciés, ciblés, adaptés aux situations individuelles des collectivités territoriales. Et c'est un peu ce que nous avons fait pour essayer de les accompagner face à l'inflation des prix de l'énergie. Augmenter les crédits de la DGF est une bonne chose, mais ne suffit pas à apporter un soutien particulier, d'où le dispositif du bouclier tarifaire et du filet de sécurité. Et je partage l'avis de Christine Pires-Beaune sur la nécessité de repenser plus globalement la DGF. S'agissant de la revalorisation des valeurs locatives, je ferai une conclusion commune. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point. Nous sommes opposés à leur plafonnement qui viendrait priver les collectivités territoriales de plus d'1,5 milliard d'euros de ressources en 2023. D'ailleurs, les associations d'élus interrogées à ce sujet par le groupe de travail ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas un tel plafonnement, et nous estimons par ailleurs que les collectivités doivent assumer pleinement leur pouvoir de taux qu'elles conservent sur leurs impôts fonciers si jamais d'aventure elles souhaitaient compenser l'effet de la hausse et de la revalorisation des bases. Nous sommes donc par conséquent satisfaits que le gouvernement partage cet avis et n'a retenu aucun amendement visant à plafonner. Voilà, je vous remercie pour votre attention et souhaite m'associer aux remerciements formulés précédemment par Christine Pires-Beaune à destination du secrétariat de la délégation aux collectivités territoriales et en particulier à Olivier Perraudot qui nous a accompagnés pour rédiger ce rapport. Je vous remercie et je vous propose de commencer notre échange en commençant pour le groupe Renaissance par Stéphane Travert. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous féliciter pour ce travail et cette présentation à deux voix où les sensibilités de chacun ont bien été posées, bien évidemment, et
on reconnaît malgré tout que la nécessité de préparer et d'anticiper l'avenir est posée pour l'ensemble des interlocuteurs que vous avez rencontrés, et nous le pensons également. Le soutien à la programmation pluriannuelle qui doit se faire, quel levier pour maintenir la compétitivité et le développement de nos investissements, quels sont les freins qui demain pourraient être constatés sur l'investissement public, et à travers les mesures qui ont été adoptées, les recettes fiscales des collectivités devraient rester dynamiques en 2023, avec une revalorisation des bases locatives prévue à plus 7%. On a une dynamique de TVA pour les régions, les départements et les EPCI à plus 5,1%, et une compensation de la suppression de la CVAE en hausse de 19,5% par rapport à la CVAE qui a été perçue en 2022. Et donc le gouvernement ici, à travers le rapport que vous présentez, il fait le choix de prolonger et d'amplifier le filet de sécurité 2022 pour les collectivités en triplant l'enveloppe et en l'élargissant aux départements et aux régions. Et ce filet, il interviendra après l'amortisseur électrique, et comme en 2022, il atténuera les surcoûts qui sont liés à l'ensemble des dépenses énergétiques, gaz et fioul compris, pour les collectivités qui sont très impactées. On a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées ces derniers temps, dont une augmentation de la DGF. Cela a été, vous l'avez relevé, une augmentation de la DGF qui est inédite depuis 13 ans, et le fonds vert doté de 2 milliards d'euros pour 2023. Et donc, à travers ce soutien, c'est la performance environnementale des collectivités qui est posée, et la mise en place de l'amélioration du cadre de vie. Et donc, moi, je voulais saluer véritablement ce travail et l'ensemble des constats qui ont pu être faits. Merci. Merci, Monsieur Decini, pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le dispositif de filet de sécurité qui a été élargi et simplifié par nos collègues du Sénat. Cette version du texte a été conservée par la CMP. La modification du dispositif répond aux craintes émises dans le rapport en conservant les critères retenus par la LFR de 2022. Le dispositif proposé était bien trop restrictif, puisque les critères d'éligibilité excluent d'emblée plus de 40% des collectivités territoriales, alors que la grande majorité d'entre elles seront lourdement affectées dans leur capacité à faire fonctionner leurs services publics et à investir, quelle que soit leur taille. Cette décision va donc dans le bon sens, en permettant à la quasi-totalité des communes d'en bénéficier, et pour préserver davantage les recettes de fonctionnement. Toutefois, un problème demeure. Le rapport fait état d'une initiative de la DGFiP visant à aller voir les communes pouvant bénéficier d'un acompte au titre de 2022. D'abord, je pense qu'il serait intéressant de demander à la direction quel est le nombre de communes qui ont bénéficié de cette initiative. Et ensuite, il faudrait également réfléchir à mettre en place un système équivalent pour les plus petites communes qui, bien souvent, ne savent pas comment appréhender ce genre de dispositif. Un axe d'amélioration à explorer pourrait être celui des efforts de pédagogie à mettre en œuvre. Merci. Merci, Madame Couturier, pour le groupe LFI. Oui, merci. Déjà, merci aux deux rapporteurs pour justement la richesse des données et des informations, même si on sent bien que dans l'appréciation des décisions gouvernementales, vous n'êtes pas sur la même approche. Et ça, je trouve que voilà, c'est donc intéressant d'avoir justement ces deux approches. Et vous ne serez pas étonné que je partage en grande partie les propos présentés par Christine. Voilà. Juste peut-être une petite remarque. Vous avez dit la DGF est à bout de souffle. Je pense que ce sont les communes et les élus qui sont un peu en ce moment à bout de souffle sur comment faire face à la situation en matière de bouclage des budgets de l'année 2022 et surtout de comment ils vont pouvoir préparer les budgets 2023 au regard des décisions prises par le gouvernement.
Je dirais surtout une grande inquiétude par rapport à la question de l'investissement des collectivités. Et je pense que c'est certainement l'axe sur lequel il faut nous interroger. Et là, venant d'un territoire rural où les investissements des collectivités, des petites communes en particulier, portent beaucoup, ont des conséquences sur les petites entreprises, artisanats, commerces même locaux parfois. Hein, on parle de, notamment en matière d'alimentation, sur la mise en place des réseaux courts en matière des communes qui ont fait le choix de travailler avec les agriculteurs localement. Eh bien, moi j'ai de grandes inquiétudes parce que tout ce travail qui a pu être fait par les communes sur justement cette nécessité de faire vivre les territoires risque, au regard de ce que nous avons un peu en ce moment, vous le savez, notre groupe a lancé ce qu'on appelle Allo Collectivité pour faire un peu une analyse sur justement la situation au regard de l'inflation, les conséquences sur le budget et les conséquences sur les choix qu'ils vont opérer en matière de l'année 2023, si c'est moins de services, si c'est une augmentation sur les familles en matière d'impôts, hein, puisque le seul et des tarifs, tout à fait, et des tarifs, ou sinon moins d'investissement. Et on sent bien que dans les premières réponses qui nous remontent, c'est sur l'investissement, avec une remise en cause des plans pluriannuels d'investissement qui peut-être vont être retardés. Et là, on va avoir une conséquence dramatique en matière de maintien de l'emploi et des entreprises localement. Voilà, je m'en tiendrai à ce point-là particulier qui nous inquiète beaucoup en milieu rural et qui serait, je pense, certainement à prendre en compte aussi sur les conséquences politiques de l'avenir de nos territoires. Merci, Monsieur Breton, pour le groupe LR. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord remercier les deux rapporteurs pour le travail qu'ils ont fait. Je crois qu'il était utile, effectivement, avec toutes les évolutions qui se superposent, qui parfois s'entremêlent, et je crois que c'était important de pouvoir mettre en perspective. Le premier point, moi, je voudrais souligner, c'est effectivement l'inquiétude qu'il y a au niveau du niveau d'investissement à venir pour les collectivités. On voit effectivement les communes qui sont en train d'étaler leurs projets d'investissement pour les années à venir, et je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, et vraiment partager ce point-là. Moi, j'avais deux points particuliers que je souhaitais également évoquer. C'était d'une part pour la suppression de la CVAE, dire que je me retrouve plus dans l'analyse que fait Christine Pérez-Beaune sur effectivement cette suppression, parce qu'on voit que ce lien qui se défait avec le territoire, eh bien, fait que l'économie, le développement économique est beaucoup moins au cœur des projets aujourd'hui des intercommunalités. Et bien sûr, ça reste quand même un élément important de leur raison d'être, mais c'est plus le point central. Et je crois que quand on pense que l'économie est ce qui crée de la valeur ajoutée et permet ensuite le fonctionnement vraiment de tous les services et de la société au sens large, ben je crois que c'est effectivement dommageable. Le deuxième point, c'est, je rejoins, Monsieur le Président, vos interrogations sur les différences des acomptes qui sont perçus dans le cadre du filet de sécurité. On a une information qui nous est transmise par les services de l'État et qui est bienvenue. D'ailleurs, ça nous permet de suivre. Mais effectivement, il y a beaucoup de points d'interrogation et ça sera vraiment un travail très utile de pouvoir analyser avec les comptes de gestion de l'année 2022, quand ils paraîtront, eh bien, effectivement, le pourquoi de ces différences. Merci beaucoup. Y a-t-il une demande de prise de parole pour le groupe démocrate? Non. PS. Horizon. Oui, moi je voulais vous féliciter tous les deux de la qualité du travail. En effet, on voit quelques différences, mais on constate que c'est l'intérêt général qui prévaut et que parfois il y a en effet des perceptions un peu différentes. On le voit notamment sur la CVAE. Moi j'ai quand même très en mémoire le fait que lorsque j'étais présidente de l'agglomération, c'était surprise
parfois la cerise sur le gâteau, mais parfois il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les élus, on attend d'avoir vraiment de la stabilité, vous le disiez au début de votre propos, et de savoir où nous allons et ce que nous aurons comme recette. Peut-être puisque nous sommes inséparables maintenant avec ma voisine, sur l'eau, non mais quand on parle d'investissement sérieusement, quelque part c'est un luxe de pouvoir se dire qu'on va pouvoir reporter quelques investissements. Mais il y a des investissements, notamment sur l'eau, que nous ne pouvons pas, puisque les préfets somment parfois les territoires d'engager des travaux. Et donc, plus que jamais, il y a besoin d'avoir des marges de manœuvre en investissement, notamment pour ce type de travaux. On n'est pas dans le luxe, on est dans l'obligation et la sécurisation de certains circuits. Donc, on doit aussi regarder les éléments de ce côté. Et évidemment, appuyer ce qu'ont dit l'ensemble des collègues, notamment sur les inquiétudes quant à l'investissement, qui nous reviennent évidemment des collectivités, mais également directement des fédérations du bâtiment, qui ont déjà des échos et qui nous disent que sur l'emploi, ça risque de peser si toutefois on continue à reculer les travaux qui étaient d'ores et déjà programmés. Monsieur Euro pour le groupe Les Écologistes. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai peu participé malheureusement à ce groupe de travail, donc j'en suis d'autant plus reconnaissant aux collègues qui eux, ont fait le travail et également aux deux rapporteurs. Et effectivement, merci aussi pour cette présentation à deux voix sur un ton totalement libre. J'ai du mal à être convaincu, Monsieur le Président, par le fait de dire qu'il n'y avait pas de perte d'autonomie, parce que moi, c'est ce que j'entends en tout cas de la part des élus qui expriment plutôt l'impression d'une mise sous tutelle, en se disant que, effectivement, aujourd'hui, il y a des compensations, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Par contre, là où je vous rejoins, Monsieur le Président, c'est sur le fait qu'il faut éviter à tout prix la complexité, qu'on a besoin pour demain de dispositifs qui soient vraiment simples et lisibles dans cette situation qui, on ne le sait pas encore, mais qui est soit inédite ou s'inscrira peut-être pas dans le temps long, on ne l'espère pas, mais en tout cas dans la durée. Regret dans ces réflexions livrées un petit peu en vrac sur la suppression de la CVAE, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de supprimer un impôt que de devoir en créer. Moi, j'ai quelques inquiétudes, sans doute aurons-nous l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent, sur deux postes qui sont étroitement liés aussi à l'impôt, c'est-à-dire la GEMAPI, d'une part, et puis avec la problématique aussi des déchets ménagers. On connaît déjà la trajectoire de la TGAP, et ça aussi, ça va marquer, je pense, sur les territoires durablement. Et puis, enfin, j'ai vu quelques retours par le biais de mails que nous a envoyé M. Attal sur les premières conséquences pratiques du filet de sécurité. Pour l'instant, ça s'élève à quelques milliers d'euros, en tout cas sur les quelques collectivités. Donc, ça me paraissait des sommes plutôt anodines pour l'instant, mais encore une fois, c'est pas forcément révélateur. Et puis, dernière chose et dernière question, d'accord sur le fait que la DGF aura sans doute besoin d'être revue. Donc, voilà, est-ce qu'on peut déjà imaginer quelle forme elle pourrait prendre dans les années qui viennent? Merci. Nous avons deux demandes de prise de parole pour terminer cette séance de questions. Je propose qu'on les prenne et puis après on répondra globalement. Il y avait Monsieur Liotto pour le Rassemblement national. Oui, monsieur le Président. Bon, je voulais d'abord saluer le travail des co-rapporteurs. Il y a pas mal d'auditions et c'est vrai que ça permet d'avoir une vision assez globale. Je voudrais revenir rapidement 5 points. Première chose, en effet, vous l'avez dit, revoir un petit peu les questions d'endettement, parce que c'est pas parce qu'une ville est endettée qu'elle est mal gérée. Il faut sortir un peu de ce paradigme. Vous avez des villes qui n'ont pas d'endettement et qui font rien. Vous avez des villes qui investissent énormément, qui préparent l'avenir. Du coup, elles sont endettées à un moment. Il faut sans doute changer de paradigme. Je voudrais revenir sur le fameux pacte de confiance, entre guillemets. Je rejoindrais ça comme pacte de défiance pour rappeler en effet notre position totale. Et je crois qu'il n'y a pas besoin, comme on l'avait dit, il n'y a pas besoin
besoin d'avoir un pacte pour que les collectivités locales surveillent leurs dépenses de fonctionnement. Je veux dire, si elles peuvent réduire leurs dépenses, elles le font. Et je trouve que c'est pas une très belle méthode de le réintroduire en catimini alors que ça a été rejeté par les deux chambres. Et de le réintroduire comme ça, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on puisse instaurer la confiance avec les collectivités. Et plus largement par rapport à la programmation, c'est vrai, et ça illustre ça d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un besoin de programmation, vous l'avez dit, mais si la programmation est imposée, elle n'est pas négociée, on ne va pas réussir à en avoir une. Je pense que ceci est lié à cela. Sur la CVAE, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais simplement revenir sur le fameux Fonds national d'attractivité économique des territoires, dont on dit les modalités restent à définir. Je voudrais rappeler que justement, si on veut garder un minimum de lien entre le développement économique et les territoires, il faut que ce fonds soit incitatif et non pas un nouveau fonds de compensation. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille aux collectivités qui attirent pour les encourager et pas comme compensation de celles qui n'arrivent pas à attirer, sinon ça sera contraire à l'idée. Je pense que ça, il faut vraiment le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, de la même façon que les maires aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à construire, quasiment, ce qui pose un autre problème, mais ce n'est pas le lieu, mais peut-être qu'un jour il faudra en parler, aujourd'hui les collectivités, les EPCI vont plus avoir intérêt, on l'a dit, à accueillir des entreprises. Je ne reviendrai pas sur le filet de sécurité, le principe positif. C'est vrai qu'on a un peu monté une usine à gaz, on est en train de se rendre compte, et le fait est qu'on revient peut-être en 2023 à plus de simplicité, mais je ne pense pas en effet qu'il faille, comme l'a dit Mme Pires-Beaune, exclure les dépenses alimentaires et les dépenses liées à l'évolution du point d'indice qui vont être prises en année pleine l'année prochaine, n'oublions pas, par les collectivités. Et le dernier point sur la DGF, certes il faut repenser la DGF, je crois qu'elle est incompréhensible, aujourd'hui plus personne ne peut expliquer comment fonctionne la DGF, j'ai essayé, d'autres ont essayé, pas réussi, je crois qu'il y a 38 critères, enfin je ne sais plus quoi, c'est incompréhensible. Il faut la reposer sur des critères objectifs. Attention quand même à ne pas minorer la partie forfaitaire pour la partie de péréquation. Faut pas oublier que la péréquation, c'est quand même l'égalité entre les territoires, c'est quand même l'État. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et globalement, au-delà de la DGF, quand on se rend compte que de plus en plus de collectivités n'ont plus de maîtrise de leurs recettes, ou très peu, la région, mais de plus en plus les communes et les EPCI. Il faudra peut-être penser aussi à revoir complètement, ça a été dit en partie par la CDC des comptes d'ailleurs, le mécanisme de financement aujourd'hui des collectivités territoriales. Et faut-il demain qu'elles soient responsables de leurs recettes, ce qui est de moins en moins le cas. C'est une vraie question à se poser. Je vais donner la parole à Monsieur Le Gac pour Renaissance, et puis on terminera avec Monsieur Gillet pour le Rassemblement national, et je pense qu'on aura... À toi aussi, d'accord. Bah alors, Monsieur Le Gac, Monsieur Gillet, puis on reviendra avec Lionel Royer-Perron. Merci beaucoup, Président. Non, mais rapidement, d'abord vous féliciter à tous les deux, effectivement, pour votre rapport. Comme ma collègue Catherine Couturier, je trouve intéressant qu'il y ait deux approches. En plus, c'est plutôt constructif d'avoir des points divergents qui soient présentés en même temps. Je trouve ça assez original et plutôt intéressant. Je félicite la décision du bureau d'entreprendre aussi un séminaire, ou en tous les cas une journée entière consacrée à l'investissement par notre délégation. Je trouve ça intéressant et c'est bien que nous prenons la main sur ce sujet. Bon, moi je voulais vous interroger, je voulais savoir si les associations d'élus vous avez alerté ou commencé à vous alerter sur la réforme des indicateurs relatifs au calcul des dotations de péréquation dont la réforme a été introduite sur le PLF de 2022. Nous commençons à avoir beaucoup de remontées dans l'ouest, le sud-ouest, mais aussi l'est de la France, le sud-est de la France, puisque vous le savez, très rapidement, la réforme donc, sur le PLF 2022 a introduit deux nouveaux dispositifs. C'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution dans le calcul de la DSR notamment. D'abord, l'élargissement du calcul du potentiel fiscal au DMTO. Les DMTO maintenant vont rentrer dans la prise en considération des DMTO dans le calcul de la richesse des communes. Ça va obligatoirement se manifester par une baisse des dotations et de péréquation des collectivités territoriales. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui a été introduit au CFL, et notamment par la voix de André Léniel, c'est ils ont supprimé le critère de longueur de voirie pour le remplacer par un critère de densité de la population. Ces deux dispositifs, ces deux nouveaux critères introduits en même temps, nous, on a commencé à faire tourner les calculettes en Bretagne, mais encore une fois, pas simplement en Bretagne, avec des bureaux d'études spécialisés. Je vous assure qu'on est sur une vraie bombe à retardement. Nous, on a fait le calcul, on est pour la Bretagne à 54 millions de ressources en moins
pour toutes les communes de région Bretagne et dans le Finistère, rien que le Finistère, mon département, à 17,4 millions. Donc j'attire vraiment votre attention sur... Alors c'est vrai que prendre en compte les DMTO, c'est incontestablement des recettes supplémentaires, mais on n'a pas du tout la main sur ces recettes-là et elles sont absolument pas pérennes, surtout dans un contexte de raréfaction du foncier et de l'augmentation du coût de l'immobilier. Donc je voulais d'ores et déjà aujourd'hui attirer votre attention sur ce point. Merci. Merci, Monsieur Gillet. Oui, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, vous remercier tout d'abord pour ce rapport qu'on a reçu à 8h22 ce matin pour une réunion à 14h. Vous dire que il serait bien. Je vous le dis tout de suite, il y a même une pratique, c'était sous la présente aventure, où on envoyait les rapports après. Donc on s'est dit, bon, on va quand même tenter quelque chose, vous l'envoyez. Mais si ça doit créer plus d'émoi qu'autre chose, je ne l'enverrai pas. C'est bien. Néanmoins, c'est vrai que pour travailler les choses sérieusement, parce que peut-être que beaucoup ici n'ont pas lu le rapport, mais nous l'avons lu, il serait bien quand même de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Madame, si j'ai la parole, si vous pouviez me laisser la parole, on pourrait terminer cette réunion rapidement. Merci. Un peu de respect. Vous savez, on est en démocratie en France et on peut encore dire ce qu'on pense. Allez-y, posez votre question. Donc, merci pour ce rapport. Simplement, moi, je voulais rebondir sur quelques points de ce rapport que j'ai pu, lire ce matin. Déjà, je trouve que l'angle du rapport en lui-même, même si je partage évidemment un grand nombre de points de vue de Madame le rapporteur, je trouve que l'angle de ce rapport est assez surprenant. Et là, je vous vise vous, Monsieur le rapporteur, en l'occurrence. Je trouve que ce rapport, il est presque insultant envers nos collectivités territoriales parce qu'il ne met pas en avant les difficultés qu'elles rencontrent. Alors, je ne sais pas, ou plutôt si je sais, quelle est votre expérience en matière de gestion d'une collectivité territoriale, mais je pense que si l'on prenait l'avis d'élus locaux qui ont eu à gérer les collectivités locales, on aurait un rapport qui serait bien différent de celui-ci. En l'occurrence, vous avez fait 8 auditions, ce que je trouve relativement léger pour un rapport de la sorte, qui avait pourtant une importance capitale et sur laquelle on comptait réellement. Voilà, moi je vous dis les choses telles que je pense, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Sur le contenu de ce rapport, vous vous félicitez notamment d'un soutien exceptionnel en parlant du filet de sécurité. Moi, ce filet de sécurité, excusez-moi, mais je trouve qu'il est nettement insuffisant. Ce filet de sécurité, il ne concerne pas du tout l'ensemble des communes. Ce filet de sécurité, il exclut même toutes les communes, par exemple, qui ont fait des efforts considérables financièrement ces dernières années. Moi, je vais vous prendre l'exemple de ma circonscription. 0 commune bénéficie de ce filet de sécurité. Pourquoi ? Parce que les communes de ma circonscription ont fait des efforts financiers considérables ces dernières années, et donc ils ne rentrent pas dans vos critères. Et donc on ne peut pas se féliciter d'un soutien exceptionnel qui, en plus, rappelons-le, ce filet de sécurité, il est fait pour 2 choses. 1, compenser les hausses du coût de l'énergie, dont l'État est responsable, parce que c'est bien l'État qui n'agit pas en la matière, qui pourrait faire en sorte que le coût de l'énergie ne soit pas aussi élevé pour les collectivités territoriales. 2, il est là aussi pour compenser en partie l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Cette augmentation, elle a été décidée aussi par l'État, mais décidée par l'État avec l'argent des collectivités. Donc on ne peut pas se féliciter d'un soutien exceptionnel, c'est juste une petite partie qui est rendue finalement. C'est comme si je vous piquais 1 euro dans votre poche, que je vous en rends 10 centimes et que vous vous félicitez du fait que je vous rende 10 centimes des 1 euro que je vous ai piqué. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil pour la DGF. La DGF, on se félicite d'une augmentation, évidemment, on ne va pas déplorer une augmentation de 300 et quelques millions d'euros. Néanmoins, on oublie de parler des milliards d'euros qui ont été volés aux collectivités territoriales sur les 8 dernières années, effectivement, avant 2017 principalement. Mais il faut quand même le rappeler, on a fait les poches aux collectivités territoriales et aujourd'hui, elles ont le plus grand mal à boucler leur budget. Dans votre rapport, on dit aussi finalement, presque en accusation, que les collectivités, eh bien, elles ont mis de côté des milliards d'euros, presque un trésor de guerre. On oublie plusieurs choses, et on dit même d'ailleurs, et ça m'a choqué, elles semblent refléter une prudence sans doute excessive des élus locaux. Donc en fait, vous reprochez aux élus locaux d'être prudents, de mettre de l'argent de côté avant même de lancer certains investissements, puisque c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez des élus locaux, des maires en particulier, qui, avant de lancer tel ou tel projet d'investissement lourd, eh bien, mettent d'abord de côté de l'argent
pour pouvoir ensuite investir. Pourquoi? Parce que soit ils ne veulent pas alourdir davantage la dette, soit ils veulent un petit peu emprunter pour le projet, mais aussi pouvoir puiser dans leur caisse, tout simplement, sans avoir à financer à 100% le projet par l'emprunt. Donc on ne peut pas reprocher aux élus locaux d'être prudents, parce que, encore une fois, on a l'impression, quand on lit ce rapport, comme quand on a écouté le ministre finalement il y a quelques semaines dans l'hémicycle, que l'on fait la morale aux collectivités locales, alors que si l'État était géré comme le sont les collectivités territoriales, eh bien, je peux vous dire que la France irait mieux. Merci. Très bien. Monsieur Royer-Perrault. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, à mon tour de m'associer au travail réalisé par les deux rapporteurs. Je pense que c'est important pour notre délégation d'avoir ce rapport dans le contexte du moment. M'associer également à ce qui a pu être dit sur les inquiétudes qui sont partagées par les élus locaux. Je crois qu'effectivement, le contexte national est source d'angoisse. Nous avons été élus locaux les uns les autres. On a été maires, contrairement à certains, et donc nous savons exactement ce que peut ressentir un maire lorsqu'il voit ses dépenses d'énergie, ses dépenses de personnel augmenter. D'un autre côté, les dépenses de personnel n'ont pas été augmentées pendant de très nombreuses années, et on peut aussi considérer que c'était quand même quelque chose qui était attendu et souhaité par un grand nombre d'acteurs locaux. Simplement, moi, ce que m'inspire votre rapport, Madame le rapporteur et Monsieur le rapporteur, c'est d'abord, ça donne la sensation que nous sommes vraiment arrivés à la fin d'une sorte de cycle, dans un temps de transformation de nos finances publiques locales sur tous ces paramètres. Et donc, que quelque part, ce qui devrait nous animer, c'est avoir une réflexion un peu plus globale sur les enjeux à 360 degrés, finalement, des finances publiques locales. Parce qu'on a parlé de la DGF, on parle de la CVAE, on parle des bases locatives, on n'a pas nécessairement parlé non plus du FPIC, mais le fonds de péréquation intercommunale aussi, avec l'effet sifflet qui va s'appliquer, va avoir aussi des conséquences. Donc, est-ce que vous avez, dans les réflexions qui ont été les vôtres, une réflexion en ce domaine? Bref, on sent bien que, quelque part, par touches successives, on est en train finalement de réformer nos finances publiques locales. Et je pense que finalement, nos élus locaux attendent un sens. Voilà. Et peut-être que notre délégation pourrait y contribuer. Un sens de la réforme, un sens qui nous permette de voir plus loin, ce qui rejoint un peu les objectifs de pluriannualité que vous avez évoqués. Je voudrais aussi quand même rappeler que les potentiels financiers des collectivités locales, du bloc communal, du bloc départemental et du bloc régional sont quand même des potentiels financiers assez importants, nonobstant ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous pouvez analyser toutes les causes de cela, mais enfin, la réalité, c'est celle-ci, même si les réalités sont très contrastées en fonction des territoires, en fonction des collectivités aussi, loin de moi l'idée de considérer que toutes les collectivités sont riches ou que toutes seraient pauvres. Ceci étant, deux questions, plus en lien avec votre rapport. Ça a été évoqué par les uns et les autres, mais notamment sur la CVAE et l'objectif de territorialisation. Vous avez notamment évoqué tout l'intérêt et je dirais l'attention que vous portez à ces critères de territorialisation. Est-ce que vous-même, dans les réflexions qui sont les vôtres, et puis en même temps dans les connaissances qui sont les vôtres, est-ce que vous avez quelques idées en la matière qui pourraient finalement contribuer au débat? Et deuxième sujet, ça concerne donc le filet de sécurité. Là aussi, je crois qu'on est tous d'accord pour reconnaître que, en tous les cas, quand on lit qu'un tiers des communes et groupements éligibles ont souhaité obtenir cet acompte qui représente au final que 10% du montant prévisionnel, bon, on sent bien que manifestement il y a un objectif de cible qui mérite d'être revu. Vous avez dit qu'il fallait attendre les comptes de gestion pour peut-être avoir une visibilité un peu plus grande, mais là aussi, est-ce qu'au regard des interpellations que vous avez pu avoir, est-ce que vous avez quelques idées, sans attendre les comptes de gestion, sur ce qui aurait pu conduire à une si grande disparité d'abord dans finalement ce qui a pu être donné à certaines collectivités et en même temps les freins qui ont conduit à cette situation. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Christine, vous commencez à... Non, j'en prie.
Alors, je vais d'abord dire que ce n'était pas un rapport qui traite de toutes les questions qui concernent les collectivités locales et que dans le temps imparti, donc on a choisi effectivement des thématiques qui étaient celles qui figuraient directement dans le PLF, donc l'article 5 et la CVAE, et évidemment la loi de programmation et le filet de sécurité dans le temps imparti. Et puis d'abord, ce n'était pas le choix qu'on avait fait. On ne s'est pas intéressé à toutes les questions, par exemple celle du FPIC, qui mérite effectivement réflexion, celle de la péréquation de manière générale, et que donc l'angle de ce rapport n'est pas surprenant. Il est simplement celui que nous avons choisi en lien avec le PLF et la loi de programmation. Sur les auditions, on a auditionné toutes les associations d'élus, on a auditionné la DGFiP. Je crois qu'on a fait... on aurait pu effectivement aller plus loin, mais on le fera au moment de l'évaluation, je pense, peut-être du filet de sécurité, où là, on pourra choisir peut-être un échantillonnage de collectivités pour notamment affiner peut-être les propositions qui pourraient être les nôtres. Moi, je vais peut-être, parce que je ne vais pas répondre à tout le monde, mais je vais peut-être répondre sur le filet de sécurité. Monsieur De Signy, on a cité les chiffres. Ils sont dans notre rapport à date. Ça ne veut pas dire que ce sera effectivement la situation finale, que le nombre de collectivités finalement qui ont demandé un acompte n'est pas très important, mais que, à ma connaissance, dans tous les départements, il y a eu ce que j'appelle l'aller vers, c'est-à-dire que la DDFiP, dans chaque département, avec les fameux conseillers territoriaux aux finances, sont allés vers les collectivités, ont écrit à toutes les collectivités en leur disant voilà, vous pouvez avoir droit à un acompte, c'est à vous de décider ou pas de le demander. S'il y a eu des impairs, il faut nous le faire remonter, mais a priori, ça s'est passé comme ça. Sur le point, moi, qui revient parmi plusieurs de vos interventions, c'est la crainte sur l'investissement. On la partage puisque on l'a écrit, c'est pointé dans le rapport et que la délégation a décidé de cette fameuse conférence qu'on ferait donc en février peut-être sur l'investissement, parce que on l'a vu en 2014 sous le mandat Hollande, quand il y a eu cette baisse des dotations qui a été drastique. 2014-2017, ça a été 11 milliards et ça a été fait de manière indifférenciée, c'est-à-dire ça a été moins 2% pour tout le monde, et avec une erreur majeure qui est de considérer que toutes les collectivités, parce que l'hétérogénéité d'aujourd'hui était déjà vraie en 2012. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé ? Les collectivités n'ont pas fait, entre guillemets, d'économie de fonctionnement, mais ont rogné sur l'investissement. Et c'est toute l'activité économique du pays qui a été mise à mal. Qu'est-ce qui s'est passé pour, j'allais dire, contrer cet effet-là ? On a mis en place les fameuses dotations d'investissement supplémentaires, et c'est là qu'a été créé le FSIL, qui aujourd'hui a donné naissance à la DSIL. Mais ça n'a pas suffi. L'investissement a connu un creux qui a été dramatique sur nos territoires. Donc le principal écueil à éviter en 2023, c'est effectivement la baisse de l'activité économique et le report de certains investissements. J'ai insisté assez lourdement dans le rapport tout à l'heure, dans l'exposé que je vous ai fait, sur certains investissements qui ne peuvent pas attendre. Vous avez cité tout à l'heure l'eau, la transition, enfin l'isolation des bâtiments publics, ça ne peut pas attendre, notamment parce qu'on est en plus dans cette situation où les coûts de fonctionnement sont très élevés. Sur le critère, revoir le critère d'endettement, je partage, on l'a dit aussi, c'est écrit noir sur blanc. Ça doit pas être un critère. D'abord, c'est un critère qui est non contraignant, qui était non contraignant dans le pacte de Cahors, qui est non contraignant aujourd'hui, mais ça ne doit pas être un critère du tout, à mon sens, pour les raisons qu'on a indiquées. C'est pas un bon critère à retenir. Sur les indicateurs, peut-être, on ne s'est pas intéressé à ce sujet parce que c'était pas dans notre rapport. J'ai pas, moi, les incidences, peut-être que la délégation, mais je laisserai le président répondre là-dessus, peut-être que la délégation va prendre ce sujet-là pour voir les impacts de ces nouveaux indicateurs, parce que les chiffres sont assez impressionnants.
Et sur la prudence excessive des élus, je ne considère pas que ce soit une insulte. En tout cas, je ne pense pas que les élus sur mon territoire, que je connais bien, le prennent ainsi. Je dis juste, et c'est une crainte qui est partagée par la Fédération du bâtiment, qui est partagée par la Fédération des travaux publics, qui est de dire ce manque de visibilité. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que les élus, comme les entreprises, veulent de la visibilité, non pas à 1 an, non pas à 2 ans, mais effectivement à l'échelle de leur mandat. Et que ce manque de visibilité peut les amener parfois à être excessivement prudents, ce n'est pas une insulte, mais à se dire, eh ben, tant que j'y vois pas clair, au moins sur la durée du mandat, eh ben, je vais peut-être pas faire cet investissement-là, ou je vais peut-être attendre d'y voir plus clair et le différer. En tout cas, c'était le sens de mon propos. Je vais te laisser compléter, Thomas. Oui, je complète, et puis peut-être pour conclure cette séance, pour dire effectivement, vous êtes un certain nombre à avoir pointé la question de l'investissement public local, et je crois vraiment qu'il faut qu'on puisse s'en saisir, puisque les retours, vous partagiez votre retour dans votre circonscription, mais au Congrès des maires, par exemple, c'était le retour de tous les élus interrogés, même s'il peut y avoir un peu de retard dans les conséquences, mais on sent bien que ça va être une préoccupation pour tous, alors qu'on doit accélérer. Et alors, je le redis à M. Gillet, mais j'aurai le temps d'y revenir, que l'accumulation de trésorerie doit nous interpeller sur les décisions et les leviers des décisions d'investissement des collectivités territoriales. Pour M. Breton, oui, il faut maintenir un lien. Il faut maintenir un lien malgré la suppression de la CVAE et la création du fonds d'attractivité économique, qui est en discussion d'ailleurs entre Bercy, les équipes du ministère en charge des collectivités territoriales et les associations d'élus. C'est précisément pour garder le principe de la territorialisation, du lien et de l'incitation à continuer à porter du développement économique, de l'accueil d'entreprises sur le territoire. Monsieur Roux, on ne remplace pas la CVAE par une dotation. Et je crois que le fait de remplacer la CVAE par la part d'un impôt national dynamique ne met pas du tout les collectivités dans la même situation. Et quand vous interrogez les régions, elles ne considèrent pas qu'elles ont perdu la CVAE contre une dotation. Elles ont un impôt qui est dynamique, qui est moins volatile que la CVAE, qui leur permet de se projeter. Donc je pense sincèrement, et nous aurons l'occasion d'y revenir quand on en fera le bilan, que les collectivités territoriales, finalement, sortiront gagnantes de cet impôt plus dynamique. Monsieur Loto, je partage votre avis sur la question de l'endettement. Je crois que ces critères, Christine Pires-Bonne a raison de dire qu'elles ne sont pas contraignantes. Néanmoins, les critères d'endettement et de durée d'endettement structurent toute la préparation budgétaire dans les collectivités, sont des critères utilisés par la Chambre régionale des comptes. Donc, elles sont vraiment dans le cadre de pensée des uns et des autres. Et je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse comment on sort d'une vision très court-termiste sur l'investissement, alors que des fois, on a pour parler de l'eau, que vous connaissez bien, sur les sujets de réseau, sur les sujets de rénovation énergétique, ces investissements à 20 ou 30 ans, des fois rentables, et je suis d'accord avec vous, le niveau d'endettement ne dit rien de la qualité de gestion. Voilà, donc ça me semble très important, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre. Pour M. Le Gac, oui, on va regarder cette question de l'impact des nouveaux critères. Vous m'aviez sollicité, vous avez sollicité la délégation, et on y travaillera pour essayer de vous apporter une réponse. Et puis, terminer peut-être, Monsieur Gillet, vous dire que on ne donne de la leçon à personne. Je ne peux pas en dire autant de vous dans la manière dont, honnêtement, vous interpellez et les rapporteurs et les membres de la délégation qui n'auraient pas lu le rapport, pour vous redire ici que l'état d'esprit des travaux de la délégation, c'est un état d'esprit d'abord cordial, bienveillant, constructif. On n'est pas tout le temps d'accord sur tout, mais j'aimerais qu'on conserve cette règle non écrite entre nous, d'un état d'esprit, voilà, qui a jusqu'à présent, ne m'interrompez pas s'il vous plaît, présidé à ces travaux. Je remercie chacune et chacun d'entre vous. Je remercie encore une fois Olivier Perraudot pour son aide dans la rédaction de ce rapport. Merci à vous.